J'ai toujours su que ce jour viendrait. Je ne pensais simplement pas qu'il arriverait si tôt et avec une telle cruauté. 20 ans de ma vie, juste un chiffre sur un rapport, une ligne que l'on peut rayer d'un simple trait de plume. Madame Hébert, veuillez vous asseoir. Monsieur Fournier désigna une chaise en face de son bureau. Sa voix semblait presque désolée, mais ses yeux restaient froids, comme ceux de tous les directeurs du supermarché Le Chêne Vert. Je m'enfonçai dans le fauteuil, sentant mes genoux trembler traîtreusement. À 67 ans, je me considérais encore tout à fait capable. Mes doigts n'étaient peut-être plus aussi rapides pour taper les articles à la caisse, mais je ne faisais jamais d'erreur dans mes comptes et j'arrivais toujours à l'heure au travail. Comme vous le savez, l'entreprise est en pleine modernisation, commença-t-il en brassant quelques papiers. Nous installons des caisses automatiques en libre service. Je les ai vues, hochai-je la tête. Ces machines étaient apparues dans notre magasin 2 semaines auparavant. Elles étaient grandes, brillantes, avec des instructions vocales et des écrans tactiles. Les clients les aimaient. Pas de file d'attente, pas de conversation avec la caissière. Juste scanner, payer et partir. Malheureusement, cela signifie que nous allons devoir réduire le nombre de caissiers. Ces mots restèrent en suspens dans l'air. Je regardais mes mains, ridées, avec des veines saillantes, mais encore fortes, encore capables de travailler. Je comprends, dis-je, bien que je ne comprenne pas vraiment. Je ne comprenais pas pourquoi moi. Je ne comprenais pas comment j'allais survivre. L'entreprise vous propose 2 mois d'indemnité de licenciement, continua Monsieur Fournier en faisant glisser un document vers moi. Et bien sûr, une lettre de recommandation. Je jetai un coup d'œil au papier. Les mots se brouillèrent devant mes yeux. Merci, dis-je machinalement. Quel est mon dernier jour? Aujourd'hui, Madame Hébert. Vous pouvez récupérer vos affaires dans votre casier et prendre votre solde de tout compte auprès de la comptable. Aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. 20 ans de ma vie se terminaient par une conversation de 10 minutes dans un bureau exigu avec un climatiseur bourdonnant. Je quittai le bureau en sentant les regards de mes collègues sur moi. Savait-il déjà? Avait-il deviné? Qui serait le prochain? Des questions que personne ne posait à voix haute, mais qui flottaient dans l'air, lourdes comme des nuages d'orage. Dans le vestiaire, j'ouvris mon casier. Il était presque vide. Un chemisier de rechange, un vieux parapluie, une photographie d'Henri. Mon mari me souriait depuis la photo usée, prise lors de nos noces d'argent. Il était décédé il y a 8 ans. Une crise cardiaque l'avait emporté aussi soudainement que l'automatisation m'avait emporté aujourd'hui. Je passai mon doigt sur son visage. « Que aurais-tu fait, Henri ?» murmurai-je. Mais la photographie restait silencieuse. Je rassemblai mes quelques affaires dans un vieux sac et me dirigeai vers le bureau de la comptable. Madame Chan, une petite femme au visage perpétuellement fatigué, me tendit une enveloppe. « Je suis vraiment désolée, Marguerite, dit-elle doucement. Vous étiez une bonne employée. J'étais. Au passé. J'étais déjà du passé pour Le Chêne Vert. Merci, Linda. J'essayais de sourire. Prenez soin de vous. Quand je quittai le supermarché, je m'arrêtai sur le parking. Ma vieille Toyota semblait aussi fatiguée que moi. Je m'installai au volant, mais ne démarrai pas tout de suite le moteur. Je restai assise, à contempler le bâtiment où j'avais passé près d'un quart de ma vie. Le trajet jusqu'à la maison dura 20 minutes. Valmont n'est pas la plus grande ville, mais même ici, il y a des embouteillages aux heures de pointe. Je tournais machinalement le volant, m'arrêtais au feu rouge, laissais passer les piétons. Mes pensées tournaient autour d'une seule question. Et maintenant? Ma maison, un petit pavillon en périphérie de la ville, m'accueillit avec son silence habituel. Après la mort d'Henri, je n'avais jamais repris d'animal de compagnie. Même si j'avais parfois pensé à prendre un chat. Trop de soucis, me disais-je. Ou peut-être avais-je simplement peur de nouer de nouveaux attachements et de subir de nouvelles pertes. Dans la boîte aux lettres, il y avait des factures d'électricité, d'eau et d'internet, que je n'utilisais presque jamais. Ma retraite suffisait à peine à payer les charges et les médicaments pour mon genou arthritique. Travailler au supermarché me permettait de joindre les 2 bouts, parfois même d'économiser un peu. Maintenant, c'était fini. Je jetai les factures sur la table de la cuisine et ouvris le réfrigérateur. Les étagères à moitié vides me rappelèrent que je devais faire des courses. C'était ironique. J'avais passé ma vie entourée de nourriture, et maintenant, je ne pouvais même plus me permettre de manger correctement. Je me versai un verre d'eau, m'assis à table et vidai le contenu de l'enveloppe.
Le chèque était d'un montant qui semblait à la fois grand et ridiculement petit. Il suffirait pour quelques mois de vie modeste, mais pas plus. Et après? J'ouvris mon carnet usé. Il n'y avait pas beaucoup de numéros de téléphone. La plupart de mes amis avaient déménagé depuis longtemps ou étaient décédés. Ma fille Catherine vivait en Europe, mariée à un Allemand, et me rendait visite une fois tous les 5 ans. Restait Noël, mon fils. Mon doigt plana sur son numéro. Quand avions-nous parlé pour la dernière fois? Noël. Non, il avait envoyé une carte mais n'avait pas appelé. La Toussaint. Non, pas non plus. Je crois que c'était pour mon anniversaire en février. Un appel rapide, les félicitations habituelles. Une promesse de passer le week-end qui ne s'était jamais concrétisée. Notre relation s'était détériorée après le mariage de Noël. Sa femme, Tamara, n'avait jamais caché qu'elle me considérait comme une nuisance. Vous le couvez trop, Marguerite, disait-elle avec un faux sourire. Que pouvais-je faire? Je l'avais élevé seule après qu'Henri avait perdu son travail et commencé à boire. Noël était ma seule raison de vivre, mon espoir. Et maintenant, c'était un étranger qui vivait à 30 minutes de chez moi, mais qui aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Je fixai le téléphone en pensant à mon petit reste de fierté, à ma réticence à être un fardeau. Mais maintenant, la fierté semblait un luxe inabordable. La réalité était simple et cruelle. Sans travail, je ne pouvais pas payer la maison. Sans maison, je n'avais nulle part où aller, sauf chez mon fils. Prenant une profonde inspiration, je composai le numéro. Une sonnerie, 2, 3. J'avais presque décidé que personne ne répondrait quand j'entendis une voix. Allô? C'était Tamara. J'aurais reconnu son ton froid et légèrement agacé n'importe où. Bonjour, Tamara. C'est Marguerite, dis-je en essayant de paraître assuré. J'ai besoin de parler à Noël. C'est important. Pause. Il est au travail, Marguerite. Il ne rentrera pas avant 19h. Je regardai ma montre. Il était 16h30. Peut-être que tu pourrais l'appeler sur son portable? C'est vraiment important. Une autre pause, plus longue. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix semblait inquiète, mais pas pour moi. Plutôt pour le fait que les problèmes de sa vieille belle-mère pourraient perturber leur vie paisible. J'ai perdu mon travail, Tamara, dis-je. Les mots sortant avec difficulté. Aujourd'hui. Oh. Je suis désolée. Elle ne savait manifestement pas quoi dire. Mais vous touchez votre retraite, n'est-ce pas? Elle ne suffit pas pour payer la maison. Le silence à l'autre bout du fil devint inconfortable. Je comprends, dit finalement Tamara. Je dirai à Noël de te rappeler quand il rentrera. Merci. Je voulais ajouter quelque chose, mais elle avait déjà raccroché. Je posai le téléphone et regardai par la fenêtre. Le jour tirait à sa fin. Les ombres s'allongeaient et le soleil peignait les nuages de teintes dorées. D'habitude, à cette heure, je terminerais mon service et rentrerais chez moi, en planifiant le dîner et une soirée devant la télévision. Maintenant, l'avenir ressemblait à une feuille blanche, et j'avais peur d'y faire la première marque. Attendre l'appel de mon fils se transforma en une forme de torture. Je rangeai la maison, même si elle était déjà propre. Je passai en revue l'armoire à pharmacie. Je vérifiai les dates de péremption des conserves dans le placard. Je comptai l'argent liquide dans mon portefeuille. 123 €. Une réserve peu importante pour les jours difficiles, qui semblait déjà être arrivée. Le téléphone sonna à 19h15 précise. Je saisis le combiné comme si c'était une bouée de sauvetage. Allô? Salut, maman. La voix de Noël semblait fatiguée. Tamara m'a dit que tu avais des problèmes au travail. J'ai été licenciée, Noël. J'essayais de paraître calme. L'automatisation. Ils ont installé des caisses automatiques. Merde, jura-t-il, ce qu'ils n'avaient jamais fait devant moi auparavant. Et maintenant? Je ne pourrai pas payer le loyer, dis-je sans détour. Ma retraite ne suffit qu'au strict nécessaire, et maintenant? Il se tut. Je l'entendais respirer, la télévision en fond sonore, des voix d'enfants. J'ai besoin d'aide, lâchai-je finalement. Ces mots furent les plus difficiles que j'ai jamais prononcés de ma vie. Je n'ai nulle part où aller. Maman, sa voix s'adoucit. Tu sais, on n'a pas beaucoup de place. 3 chambres, les enfants. Je peux dormir sur le canapé, dis-je rapidement. Juste le temps que je trouve un autre travail ou... Ce ne sera pas facile de trouver un travail à ton âge, dit-il d'un ton factuel, sans pitié ni sympathie.
Je sais, murmurai-je. Mais je dois essayer. Silence à nouveau. Je l'entendais parler à quelqu'un d'autre, en couvrant le combiné de sa main. Probablement Tamara. Écoute, dit finalement Noël. Je dois en discuter avec Tamara. On te rappelle demain. D'accord, acceptai-je. Même si chaque cellule de mon corps criait. Non, je suis ta mère. J'ai besoin de toi maintenant. Ne t'inquiète pas, maman, ajouta-t-il avant de raccrocher. On va trouver une solution. Je restai assise en silence, tenant le téléphone comme s'il pouvait me donner toutes les réponses. On va trouver une solution. Pas, je vais t'aider. Pas, bien sûr que tu peux rester avec nous. Le « on » signifiait lui et Tamara, et cela sonnait trop vague pour me donner le moindre espoir. Je passai une nuit blanche. Allongé dans le lit que j'avais autrefois partagé avec Henri, je fixais le plafond. Mes pensées tournaient autour d'une seule chose. Comment en étais-je arrivé là? Où et quand tout avait-il mal tourné? Peut-être quand Henri avait perdu son emploi à l'usine et commencé à noyer son chagrin dans l'alcool. Ou quand Catherine avait décidé que l'Europe lui offrirait plus qu'une petite ville de province. Ou quand Noël avait rencontré Tamara, une femme au coude acéré et au regard froid qui avait tout de suite fait comprendre qu'elle me considérait comme un surplus dans leur vie. Je triais mes souvenirs comme de vieilles photographies. Voici Noël qui entre en CP, me tenant fermement la main. Le voici diplômé du lycée, et je pleure de fierté. Le voici partant pour l'université, et je lui fais un signe d'adieu, cachant mes larmes derrière un sourire. Quand mon garçon est-il devenu cet homme distant qui ne peut pas dire « oui » à sa mère sans consulter sa femme? Le matin me trouva dans la même position, les yeux ouverts, face à un nouveau jour avec peur et incertitude. Je me forçai à me lever, à me laver et à m'habiller. Les gestes automatiques que j'avais accomplis toute ma vie me semblaient maintenant des rituels dénués de sens. Le téléphone sonna à 10h37. Je saisis le combiné sans même m'essuyer les mains après avoir fait la vaisselle. Marguerite. La voix de Tamara sonnait professionnelle. Noël et moi avons discuté de la situation. Je serrai le combiné si fort que mes jointures blanchirent. Et, tu peux rester avec nous, dit-elle. Si tu tiens un registre de tes dépenses. Je restai silencieuse, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins d'une personne de plus comme ça, Marguerite. Sa voix prit une tonalité d'acier. Nous avons un crédit immobilier, des enfants, des dépenses. Nous sommes prêts à aider, mais nous devons savoir que tu contribues. Je paierai ce que je pourrai, dis-je rapidement. Avec ma retraite. Il ne s'agit pas seulement d'argent, interrompit Tamara. Tu devras noter toutes les dépenses que nous engageons à cause de ta présence. Nourriture, électricité, eau. Et tu devras nous dédommager, soit avec de l'argent, soit en aidant à la maison. Je sentis mes joues rougir d'humiliation. Elle me parlait comme si j'étais une profiteuse, une mendiante. Je peux parler à Noël? Demandai-je doucement. Il est d'accord avec moi, lança Tamara. C'est notre décision commune. Je fermai les yeux. Mon fils, mon garçon, pour qui je m'étais battue toute ma vie, avait accepté cette condition humiliante. Il avait accepté que sa mère doive prouver son droit à un toit sur sa tête comme une locataire quelconque. Marguerite, tu es là? La voix de Tamara me ramena à la réalité. Oui, expirai-je. Je comprends. Quand est-ce que je peux venir? Nous préparons la chambre pour le week-end, dit-elle. Samedi, ça te conviendrait? La chambre. Pas ta chambre. Juste la chambre. Je hochai la tête, oubliant qu'elle ne pouvait pas me voir. Oui, samedi, dis-je finalement. Merci, Tamara. De rien, fit-elle une pause. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Une famille doit s'entraider. Je ne pus me résoudre à répondre à cette fausse sentimentalité. À samedi, dis-je et je raccrochai. Le téléphone glissa de mes doigts affaiblis et tomba par terre. Je ne le ramassai pas. Au lieu de cela, je m'enfonçai dans une chaise et couvris mon visage de mes mains. La fierté que j'avais chérie toute ma vie s'effondrait comme un château de cartes. J'allais vivre dans la maison de mon fils comme une parasite sous la surveillance de ma belle-fille, qui surveillerait chacun de mes mouvements, chaque bouchée que je prendrais. Mais je n'avais pas le choix. Aucun. Samedi arriva trop vite. J'avais passé les derniers jours à trier mes affaires. Quoi emporter, quoi laisser, quoi jeter. La plus grande partie de ma vie tenait dans 3 valises usées et quelques boîtes en carton. Des vêtements,
quelques livres, des albums photos, des documents. Tout le reste allait soit à la poubelle, soit restait dans la maison qui cesserait bientôt d'être la mienne. L'agente immobilière, une jeune femme aux cheveux roux vifs et à la voix trop joyeuse, m'assura que la maison se vendrait rapidement. C'est un quartier agréable, proche des écoles, gazouillait-elle en inspectant mon modeste salon d'un œil évaluateur. Bien sûr, il faudra quelques réparations cosmétiques, mais rien de majeur. Je hochai la tête, sans écouter. La pensée d'étrangers vivant dans la maison où chaque recoin gardait des souvenirs d'Henri, où mes enfants avaient grandi, était insupportable. Mais encore plus insupportable était la pensée qu'à 67 ans, j'étais forcé de recommencer ma vie à zéro. Samedi, à 10 heures précises, comme nous en avions convenu, Noël arriva seul, sans Tamara et les enfants. C'était un petit soulagement. Je n'étais pas sûr de pouvoir retenir mes larmes en le voyant, et je ne voulais pas pleurer devant ma belle-fille. « Salut, maman !» Noël me serra maladroitement dans ses bras. Il sentait une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Âcre, trop forte à mon goût. « Bonjour, mon fils. » Je me dégageai la première. « Merci d'être venu. » Il jeta un coup d'œil aux boîtes et aux valises empilées dans le couloir. « C'est tout ?» demanda-t-il avec un soulagement évident. « Oui. » J'ai essayé de ne prendre que l'essentiel. Je souris, essayant de paraître gai. Le reste restera ici jusqu'à ce que la maison soit vendue. Noël hocha la tête et commença à transporter les boîtes jusqu'à sa voiture, une Renault neuve, beaucoup plus spacieuse que ma vieille Toyota, que j'avais vendue 3 jours plus tôt. J'avais mis l'argent de côté pour les jours difficiles, bien qu'il semblât que les choses ne pouvaient pas être pires. Quand la dernière boîte fut chargée, je fis un dernier tour de la maison. Chaque pièce, chaque meuble, chaque fissure dans le mur faisait partie de mon histoire. C'est ici que Catherine avait fait ses premiers pas. C'est ici que Noël avait reçu sa lettre d'acceptation à l'université. C'est ici qu'Henri. « Maman, tu es prête ?» La voix de mon fils me tira de mes souvenirs. « Tamara nous attend pour le déjeuner. »« Oui, bien sûr. » Je jetai un dernier regard au salon et, sans me permettre de regarder en arrière, je sortis sur le porche. Le trajet jusqu'à chez Noël dura environ une demi-heure. Il vivait dans un quartier plus récent de Valmont, au milieu de maisons à 2 étages identiques avec des pelouses soignées et des allées. Un endroit où tout le monde tondait sa pelouse le samedi et décorait sa maison pour chaque fête. Un endroit où je ne me sentirais jamais chez moi. « Nous y voilà », dit Noël en se garant devant une maison avec une clôture blanche et des volets bleus. Le monospace de Tamara était déjà dans l'allée. Nous sortîmes de la voiture et j'hésitais, ne sachant pas si je devais commencer à décharger mes affaires ou entrer d'abord. Noël prit la décision pour moi. « Viens, je vais te faire visiter », dit-il en me prenant par le coude. « On montera tes affaires plus tard. » La porte s'ouvrit avant que nous n'atteignions le porche. Tamara se tenait sur le seuil, vêtue d'un pantalon et d'un chemisier impeccablement repassés, comme si elle se préparait à une réunion d'affaires plutôt qu'à accueillir sa belle-mère. « Bienvenue, Marguerite. » Sourit-elle. Mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Entrez. Nous sommes en train de mettre la table. » Je franchis le seuil, me sentant comme une invitée indésirable. La maison était exactement comme je l'avais imaginé, moderne, aseptisée, sans une trace de poussière ni le moindre désordre. C'était la maison parfaite pour une photo de famille dans un magazine, mais pas pour y vivre. 2 adolescents étaient assis sur le canapé du salon. Mes petits-enfants, que je n'avais vus que lors de rares occasions familiales. Brandon, 16 ans, ne quittait pas l'écran de son smartphone des yeux. Laurine, 14 ans, feuilletait un magazine sur papier glacé avec un air d'ennui manifeste. « Les enfants, dites bonjour à votre grand-mère », dit Tamara d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Salut, mémé », marmonna Brandon sans lever les yeux. « Bonjour, grand-mère Marguerite. » Laurine détacha ses yeux du magazine et me jeta un regard fugace. « Ravi de vous voir. » Une phrase apprise par cœur, prononcée sans le moindre enthousiasme. « Bonjour, mes chéris. » Je souris, essayant de cacher ma déception. Autrefois, quand ils étaient petits, ils couraient vers moi avec des cris de joie, réclamant des cadeaux et des bonbons. Maintenant, ils me regardaient comme si j'étais une étrangère. « Viens, je vais te montrer ta chambre. » Tamara me conduisit à travers la cuisine jusqu'à une porte que j'avais d'abord prise pour un cellier. Derrière, un escalier étroit menait vers le bas. « Nous avons pensé que tu serais plus à l'aise ici, plus d'intimité. » Je la suivis en silence en bas des escaliers. Le sous-sol avait été aménagé en espace de vie. Une petite pièce avec un lit,
une commode et un bureau. La seule petite fenêtre, près du plafond, laissait entrer un peu de lumière. Les murs étaient peints d'un bleu pâle, ce qui devait probablement donner l'impression que la pièce était plus spacieuse, mais ne faisait que souligner son exiguïté. Tout ce dont tu as besoin est ici, dit Tamara en désignant la porte dans le coin. C'est la salle de bain. Petite mais fonctionnelle. Je jetai un coup d'œil dans la minuscule pièce avec une cabine de douche, un lavabo et des toilettes si serrées qu'il y avait à peine assez de place pour se retourner. Merci. J'avalai la boule que j'avais dans la gorge. C'est très confortable. Le déjeuner sera prêt dans une demi-heure. Tamara se dirigea vers les escaliers. Noël apportera tes affaires. Mets-toi à l'aise. Elle partit, me laissant seule dans la pièce qui devait maintenant être ma maison. Je m'assis sur le lit, testant le matelas, trop mou pour mon dos endolori. Je tirai les tiroirs de la commode, vides, attendant mes quelques affaires. J'ouvris le placard, quelques cintres et une odeur de naphtaline. Des bruits de pas dans l'escalier annoncèrent l'arrivée de Noël. Il apporta 2 valises et les posa près du lit. « Alors, ça te plaît ?» demanda-t-il en regardant la pièce avec la fierté d'un propriétaire. Tamara et moi avons tout repeint la semaine dernière. Très joli, hochai-je la tête. Merci de me donner une chambre entière. Il ne saisit pas l'ironie dans ma voix. Bien sûr, maman. Tu ne pensais pas qu'on allait te laisser à la rue, n'est-ce pas? Non, pensais-je. Je pensais que mon fils unique m'offrirait quelque chose de mieux que le sous-sol. Je suis très reconnaissante, dis-je à la place. Noël se balança d'un pied sur l'autre, clairement mal à l'aise. Je vais chercher le reste de tes affaires. Toi, installe-toi. Il sortit presque en courant de la pièce. J'entendis ses pas s'éloigner dans l'escalier. Puis la porte d'entrée claquer. Seul à nouveau. Je commençai à déballer mes valises, à ranger mes vêtements dans les tiroirs de la commode, à suspendre mes quelques robes et chemisiers dans le placard. Chaque objet me rappelait ma vie d'avant. Le pull qu'Henri m'avait offert pour Noël avant de mourir. Le chemisier que je portais à la remise de diplôme de Noël. L'écharpe que ma mère avait tricotée. Quand Noël revint avec les dernières boîtes, j'avais presque terminé. Tamara t'appelle pour le déjeuner, dit-il en posant les boîtes contre le mur. Tu es prête? Je hochai la tête et le suivis à l'étage. La table de la salle à manger était déjà mise pour 5. Tamara disposait des assiettes avec une sorte de pâtes élaborées, décorées de verdure. Assieds-toi, Marguerite, dit-elle en désignant la chaise à côté de Laurine. J'espère que tu aimes la cuisine italienne. Oui, bien sûr, dis-je en m'asseyant et en lissant les plis inexistants de ma jupe. Ça a l'air délicieux. Tamara s'assit en face de moi et Noël prit le bout de la table. Brandon s'affaissa sur sa chaise avec l'air d'un martyr conduit à son exécution. Alors, Tamara prit une fourchette et un couteau. Je pense que nous devrions discuter de certains aspects de la vie en commun. Je me figeai avec un morceau de pâte sur ma fourchette. Bien sûr, dis-je prudemment. Comme je l'ai mentionné au téléphone, nous attendons de toi que tu tiennes un registre de tes dépenses, dit Tamara d'un ton professionnel, comme si elle menait une réunion d'entreprise. Je t'ai préparé un carnet et j'ai fait une liste approximative des choses à noter. Elle fit un signe de tête à Noël, et il sortit un carnet relié en cuir du tiroir du buffet et me le tendit. C'est juste pour que ce soit équitable, maman, dit-il sans me regarder dans les yeux. Nous ne voulons pas que tu te sentes redevable. Je pris le carnet, nauséeuse. La première page était intitulée « Dépenses de Marguerite Hébert » et contenait un tableau avec les colonnes « Date »,« Dépenses »,« Montant » et « Remboursement ». Remboursement? Je levai les yeux vers Tamara. Oui. Elle hocha la tête comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tu peux nous dédommager soit avec l'argent de ta retraite, soit avec des travaux ménagers. Noël et moi avons établi une liste de prix approximative. Elle tourna la page et je vis une liste. Nettoyage de la cuisine, 5 €. Lessive et repassage, 7 € le. Panier. Préparation du dîner, 10 €, etc. Je fixai les lignes, incapable de croire ce que je voyais. Ils avaient mis un prix sur chaque tâche ménagère, me transformant de mère et grand-mère en employée de maison. Tamara pense que c'est juste, intervint Noël, remarquant ma confusion. Nous contribuons tous à la famille. Je comprends. Ma voix semblait lointaine. C'est raisonnable. Et encore une chose, continua Tamara. Nous tenons à notre espace personnel. Tu comprends, n'est-ce pas? Je hochai la tête, ne sachant pas très bien où elle voulait en venir.
Cela signifie que nous préférerions que tu passes la plupart de ton temps dans ta chambre quand tu n'es pas occupé par les tâches ménagères, expliqua-t-elle. Le salon et la cuisine sont des espaces communs, mais nous sommes habitués à une certaine routine, surtout le soir, ajouta Noël. Tamara et moi n'avons pas beaucoup de temps l'un pour l'autre à cause du travail, et nous nous réunissons en famille dans le salon pour regarder quelque chose. Tu es la bienvenue pour te joindre à nous, mais, continua Tamara. Je comprends, l'interrompis-je. Vous avez besoin de votre espace personnel. Je respecterai cela. Super. Tamara sourit, son sourire caractéristique qui n'atteignait pas ses yeux. Alors tout ira bien. Le reste du dîner se passa dans un silence tendu. Brandon consultait furtivement son téléphone sous la table. Lauryn piquait ses pâtes avec une fourchette, ne montrant aucun intérêt ni pour la nourriture ni pour la conversation. Noël et Tamara échangèrent quelques mots sur des connaissances communes que je ne connaissais pas. Je mangeais machinalement, incapable de sentir le goût de quoi que ce soit. Le carnet avec la liste de prix gisait à côté de mon assiette, un rappel de mon nouveau statut dans la famille. Après le déjeuner, Tamara se leva et commença à débarrasser les assiettes. Je vais aider, dis-je en me levant, prête à commencer mes nouvelles fonctions. Pas la peine, Tamara secoua la tête. Aujourd'hui, c'est ton premier jour. Repose-toi, installe-toi. On commencera demain. Je hochai la tête et, m'excusant, je descendis dans ma chambre au sous-sol. Là, assise sur le bord du lit, j'ouvris mon carnet et relus la liste des services que je devais maintenant fournir à ma propre famille en échange du droit de vivre sous leur toit. Comment en étais-je arrivé là? Me demandais-je encore et encore. Quand mon fils avait-il commencé à me voir non pas comme sa mère, mais comme un fardeau à supporter? Quand mes petits-enfants s'étaient-ils transformés en adolescents indifférents qui ne voyaient en moi qu'une vieille femme qui avait envahi leur vie? Le bruit des pas au-dessus de ma tête me rappela que la vie continuait à l'étage, sans moi. Des voix, des rires, le son de la télévision. Tout cela faisait partie d'un monde auquel j'avais un accès limité. Le soir, vers 19h, on frappa à la porte. C'était Lauryn, un plateau à la main. « Grand-mère, maman t'envoie le dîner », dit-elle en posant le plateau sur la table. « On dîne en haut, mais elle a pensé que tu serais peut-être fatigué et que tu préférerais manger ici. » Sur le plateau, il y avait une part de pizza, clairement réchauffée au micro-ondes, et un verre d'eau. « Merci, ma chérie. » Je souris, essayant de ne pas montrer à quel point ce geste me blessait. On m'envoyait dîner dans ma chambre comme une enfant méchante. Je suis un peu fatiguée. Lauryn hocha la tête et se tourna pour partir, mais je l'arrêtai. « Comment ça va à l'école, Lauryn ?» demandai-je, essayant de créer une sorte de lien. « Tu es en 4e, c'est ça ?»« Oui, » répondit-elle en se balançant d'un pied sur l'autre. « Ça va. Tu as des matières préférées ?» Elle haussa les épaules. « Les maths, je suppose. Et le dessin. Tu dessines ?» Je m'animai. J'adorais dessiner quand j'avais ton âge. Vraiment? Une étincelle d'intérêt brilla dans ses yeux. Qu'est-ce que tu dessinais? Surtout des paysages, souris-je en me souvenant. Et des portraits. J'ai même quelques vieux dessins. Ils sont dans l'une des boîtes. Cool. Lauryn sourit sincèrement pour la première fois de la journée. Je pourrais les voir? Bien sûr, hochai-je la tête. Je les trouverai demain. Lauryn. La voix de Tamara interrompit notre conversation depuis l'étage. Tu viens? Le film commence. J'arrive, maman, répondit Lauryn, et me jetant un regard désolé, elle se glissa hors de la porte. Je restai seule avec le plateau de pizza qui refroidissait. Après avoir mangé quelques bouchées sans appétit, je repoussai le plateau et m'allongeai sur le lit, fixant le plafond. Des voix étouffées et des rires provenaient du système de ventilation. La famille s'était réunie dans le salon pour regarder un film, une tradition familiale à laquelle je n'avais pas ma place. Je fermai les yeux, essayant de bloquer les bruits du bonheur des autres. Demain serait un nouveau jour. Demain, je commencerai à m'habituer à mon nouveau rôle dans cette maison. Un rôle que je n'avais jamais voulu jouer. Le matin commença par un bruit sourd à l'étage. Quelqu'un avait laissé tomber quelque chose de lourd. J'ouvris les yeux, ne réalisant pas tout de suite où j'étais. Puis les souvenirs affluèrent, la chambre du sous-sol, le carnet avec la liste de prix, le dîner solitaire. L'horloge indiquait 7h du matin. Je me levai, sentant mes articulations me faire mal après une nuit sur un matelas trop mou. Après m'être lavé rapidement dans la salle de bain exiguë, je m'habillai et montai à l'étage. Tamara préparait le petit déjeuner dans la cuisine.
Elle était déjà entièrement habillée et maquillée, comme si elle se rendait à une réunion d'affaires plutôt qu'à un petit déjeuner en famille. Bonjour, Marguerite, hocha-t-elle la tête sans lever les yeux de la cuisinière. Le café est dans la cafetière. Les tasses sont dans le placard à droite. Bonjour, dis-je en me dirigeant vers la cafetière. Comment puis-je aider? Tu peux mettre la table, dit Tamara en désignant. Une pile d'assiettes. Noël et les enfants descendront dans 10 minutes. Je commençai à mettre la table, essayant de deviner qui s'asseyait où. Tamara corrigea silencieusement mon erreur en déplaçant 2 assiettes. Brandon s'assoit ici et Laurine ici, expliqua-t-elle. Bien sûr, hochai-je la tête, me sentant stupide. Désolée. Bientôt, Noël descendit, rasé de près et vêtu d'un costume. Bonjour. Il embrassa Tamara sur la joue et me fit un signe de tête. Comment as-tu dormi dans ton nouveau logis, maman? Bien, merci. Je mentis. En fait, j'avais à peine dormi, écoutant les bruits inconnus de la maison et pensant à la façon dont ma vie avait changé en une seule semaine. Brandon et Laurine furent les derniers à se traîner dans la cuisine, tous deux les yeux ensommeillés et le visage mécontent. Pourquoi on doit se lever si tôt un dimanche? Grogna Brandon en s'effondrant sur une chaise. Parce que nous allons au barbecue des Thompson aujourd'hui, et nous devons nous préparer, répondit Tamara en posant une assiette d'omelette devant lui. Mange avant que ça ne refroidisse. Je m'assis à ma place, attendant que Tamara me serve le petit déjeuner, mais elle posa les assiettes devant Noël et Laurine et s'assit elle-même, m'ignorant. Commençai-je, mais Tamara m'interrompit. Oh, désolé, Marguerite. L'omelette est sur la cuisinière. Serre-toi. Je me levai et allai à la cuisinière. Il restait un peu d'omelette dans la poêle, nettement moins que ce qu'il y avait dans les assiettes des autres. Je mis les restes dans mon assiette et retournai à table. Alors, Tamara regarda sa famille. Aujourd'hui, nous allons chez les Thompson pour 14 heures. Nous devons acheter du vin et un dessert en chemin. Je peux rester? Demanda Brandon. Les gars et moi avons des projets pour aujourd'hui. Non, dit fermement Tamara. C'est un événement familial. Tout le monde y va. Tout le monde. Demandai-je prudemment. Tamara me regarda avec une légère surprise, comme si elle avait oublié que j'étais là. Oh, Marguerite. Elle hésita. En fait, nous n'y avons pas pensé. Je veux dire, les Thompson ne savent pas que tu vis avec nous maintenant. Et ce serait gênant d'expliquer, termina Noël pour elle, en évitant mon regard. Tu comprends, maman? Je comprenais. J'étais un secret de famille dont on ne parlait pas devant les étrangers. Un fardeau que l'on tolérait, mais dont on ne faisait pas la publicité. Bien sûr, hochai-je la tête, en essayant de conserver ma dignité. Je resterai à la maison. Je pourrais peut-être faire un peu de ménage. Ce serait merveilleux, s'anima Tamara. J'allais justement te le demander. Il y a tout ce qu'il faut pour le nettoyage dans le cellier. Elle sortit le carnet de sa poche, celui avec la liste de prix, et le posa devant moi. N'oublie pas de le noter. Un nettoyage complet de la maison, c'est 30 €, dit-elle si nonchalamment, comme si nous discutions de la météo. Je restai assise, fixant le carnet, sentant mon visage s'empourprer. 30 €? C'était le prix pour rester un jour de plus dans cette maison. Bien sûr, dis-je en prenant le carnet et en le fourrant dans ma poche, sans faire confiance à ma voix. Super, sourit Tamara et se tourna vers Laurine. Chérie, n'oublie pas d'apporter ton maillot de bain. Les Thompson ont une piscine. La conversation tourna sur les plans de la journée, et j'en décrochai, finissant machinalement mon omelette froide. Je n'étais pas dans leurs plans. Je n'étais pas dans leur vie. J'étais là, mais invisible. Un fantôme dans le sous-sol, n'apparaissant que pour nettoyer et tenir d'étranges registres de mes dettes. Après le petit déjeuner, la famille se dispersa pour se préparer au départ. Je restai dans la cuisine, débarrassant la table et chargeant le lave-vaisselle, la première tâche de ma nouvelle liste de corvées. Brandon descendit à la cuisine pour un verre de jus et se figea sur le seuil en me voyant. « Grand-mère » commença-t-il maladroitement. « Tu n'es pas fâchée qu'on y aille sans toi, n'est-ce pas ?» Je me retournai, surprise par sa question. C'était la première fois que l'un d'eux se souciait de mes sentiments. « Non, mon chéri. » Je souris. « Je comprends. » Il se balança d'un pied sur l'autre, se sentant clairement mal à l'aise. « C'est juste, c'est bizarre, tu sais, que tu vives avec nous maintenant. C'est bizarre pour moi aussi, admis-je. Mais parfois, la vie prend des tournants inattendus. »
Brandon hocha la tête, sans me regarder. Maman dit que c'est temporaire, jusqu'à ce que tu trouves un travail ou quelque chose comme ça. Donc, Tamara avait déjà expliqué aux enfants que je n'étais pas là pour longtemps, qu'ils devaient juste me supporter jusqu'à ce que je disparaisse de leur vie. Oui, acquiesçai-je, ne voulant pas argumenter. Temporaire. Cool, dit Brandon, clairement soulagé. Bon, je vais me préparer. Il attrapa un verre de jus et disparut de la cuisine, me laissant seule avec mes pensées. La famille partit à 13 heures précises, me laissant seule dans une maison vide. Je restais à la fenêtre, regardant leur voiture quitter l'allée, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'amertume. D'un côté, je pouvais maintenant me détendre et ne pas prétendre que tout allait bien. De l'autre, la prise de conscience que j'avais été exclue des événements familiaux était douloureuse. Je soupirai et me dirigeai vers le cellier pour prendre les produits de nettoyage. Si j'étais destinée à être une femme de ménage, je serais la meilleure qu'ils aient jamais vue. Pas pour eux, mais pour moi-même, pour préserver au moins une once de dignité. Le nettoyage prit près de 3 heures. Je passai la serpillière, époussetai les meubles, passai l'aspirateur sur les tapis et frottai les salles de bain jusqu'à ce qu'elles brillent. Ce faisant, je découvris de nombreux petits détails sur la vie de mon fils et de sa famille que j'ignorais. Des livres de psychologie sur l'étagère de la chambre de Tamara, une collection de bandes dessinées cachées. Sous le lit de Brandon, un album de dessins de Laurine rempli de croquis étonnamment talentueux. Quand j'entrai dans la chambre de Noël et Tamara pour changer les draps, je fis accidentellement tomber un livre de la table de chevet. En le ramassant, je vis que c'était le journal intime de Tamara. Il s'ouvrit à la date du jour, et je ne pus m'empêcher de remarquer l'entrée. Discuter des options de maison de retraite pour M avec N. Je refermai brusquement le journal et le remis à sa place, sentant un frisson m'envahir. Il prévoyait déjà de se débarrasser de moi. Non pas de m'aider à trouver un travail, non pas de me soutenir dans mes moments difficiles, mais de m'envoyer dans une maison de retraite comme un objet usé dont on n'a plus besoin. Après avoir terminé le nettoyage, je retournai dans ma chambre au sous-sol. Ce n'est que là, assise sur le bord du lit, que je me permis de pleurer, en silence, en ravalant mes larmes, comme je l'avais fait toute ma vie quand je ne voulais pas que mes enfants voient ma faiblesse. Quand mes larmes séchèrent, je sortis mon carnet et notai soigneusement tout le travail que j'avais fait et son coût. 30 € pour le nettoyage de la maison, 10 € pour le changement des draps, 5 € pour la vaisselle après le petit déjeuner. 45 € pour une journée. Si cela continuait, ma retraite serait épuisée en un mois. La famille revint vers 20 heures. Je les entendis entrer dans la maison, riant et discutant de leur journée. Personne ne descendit pour voir comment j'allais ou me remercier pour le nettoyage. Ce n'est que vers 21 heures qu'on frappa à la porte et que Laurine entra avec un plateau. « Grand-mère, maman t'envoie le dîner », dit-elle. Sur le plateau, il y avait une assiette avec des restes de barbecue et un verre de thé. « Merci, ma chérie. » Je souris en prenant le plateau. « Comment s'est passée ta journée chez les Thompson ?»« Bien. » Laurine haussa les épaules. « Ennuyeux pour être honnête. Les enfants Thompson sont plus jeunes que moi et ils ne sont pas drôles. » Elle regarda autour d'elle comme si elle voyait ma chambre pour la première fois. « C'est si exigu, remarqua T.L. Tu n'es pas triste de vivre au sous-sol ?» Sa franchise me prit au dépourvu. « Un peu, admis-je, mais je suis reconnaissante d'avoir un toit sur la tête. » Laurine hocha la tête, se mordant la lèvre d'un air pensif. « Je peux voir tes dessins ? Ceux dont tu as parlé ? » Bien sûr, dis-je en ouvrant une des boîtes et en sortant un vieux dossier de dessin. Tiens, j'ai dessiné ça quand j'avais à peu près ton âge. Laurine s'assit à côté de moi sur le lit et commença à feuilleter les feuilles jaunies. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Waouh, grand-mère, c'est super. Elle prit un croquis d'une vieille ferme. Tu es si douée pour dessiner les détails. J'étais douée, corrigeai-je avec un sourire. C'était il y a longtemps. Tu ne dessines plus ? Je secouai la tête. Non. La vie m'a en quelque sorte distraite. C'est triste, dit Laurine en continuant à regarder les dessins. Tu aurais pu être une artiste. Peut-être. Je souris, touchée par ces mots. Tu me montreras tes dessins ? J'ai vu ton album quand je faisais le ménage. Laurine se figea, son visage se ferma. Tu as fouillé dans mes affaires ? Non, bien sûr que non. Je m'empressai d'expliquer. J'ai juste remarqué l'album en passant l'aspirateur. Je ne l'ai pas ouvert. Elle se détendit un peu. D'accord, peut-être que je te les montrerai plus tard. J'attendrai. Je souris. Merci d'être passée, Laurine.
Ça compte beaucoup pour moi. Elle hocha la tête, soudainement embarrassée. De rien, grand-mère. Je dois faire mes devoirs. Elle se glissa hors de la porte, me laissant avec le plateau et le sentiment que peut-être tout n'était pas perdu. Peut-être que grâce à Laurine, je pourrais à nouveau faire partie de cette famille, et pas seulement être un fantôme dans le sous-sol. La nuit apporta un sommeil agité. Je rêvais de la maison de retraite, de couloirs sans fin avec des portes identiques derrière lesquelles étaient assis des vieillards solitaires, oubliés par leur famille. Je me réveillais plusieurs fois, à bout de souffle, et restais longtemps dans le noir, à écouter le silence de la maison. Lundi matin commença tôt. Je montai à 6 heures du matin, décidant de préparer le petit déjeuner pour toute la famille. 10 € de plus à mon crédit. Tamara était déjà dans la cuisine, entièrement habillée et une tasse de café à la main. « Bonjour, Marguerite. » Elle hocha la tête. « Tu es matinale. » J'ai décidé de préparer le petit déjeuner. Je souris. Qu'est-ce que les enfants aiment? Oh, ne t'en fais pas. Tamara secoua la tête. Brandon mange des céréales et Laurine des toasts à l'avocat. J'ai déjà tout préparé. Et Noël? Insistai-je. Noël prend son petit déjeuner au bureau le lundi, dit sèchement Tamara. Mais tu peux te faire un café si tu veux. Je hochai la tête, réprimant un soupir. Même quelque chose d'aussi simple que de préparer le petit déjeuner m'était refusé. Bientôt, Brandon et Laurine descendirent dans la cuisine, encore à moitié endormis, suivis de Noël, nouant sa cravate en marchant. « Bonjour tout le monde. » Il embrassa Tamara sur la joue et fit un signe de tête aux enfants. « Prêt pour la nouvelle semaine ?» Brandon marmonna quelque chose, enfoui dans son bol de céréales. Laurine mâchait son toast d'un air endormi. Marguerite, se tourna Tamara vers moi. « Je travaille à la maison aujourd'hui, donc je serai là toute la journée. Si tu veux continuer le ménage. J'ai tout nettoyé hier, répondis-je. Mais je peux faire la lessive ou préparer le déjeuner. La lessive, ce serait super, hocha la tête Tamara. Et peut-être que tu pourrais ranger le débarras. Il y a beaucoup de choses à trier. Bien sûr, hochai-je la tête, calculant mentalement combien de dollars cela me rapporterait. Je m'en occupe. Le petit déjeuner se termina rapidement. Noël partit le premier, embrassant Tamara et faisant un signe de la main aux enfants. Il ne me regarda même pas. Puis Brandon et Laurine partirent à l'école, et Tamara et moi restâmes seuls. Marguerite. Tamara croisa les mains sur la table. Noël et moi aimerions discuter de tes projets avec toi. Mes projets? Je me tendis, me souvenant de l'entrée dans son journal. Oui, pour l'avenir, hocha-t-elle la tête. Comme tu le sais, la décision que tu vives ici a été prise à la hâte. Nous aimerions comprendre combien de temps cela va durer. J'avalai la boule dans ma gorge. Je cherche un travail, dis-je. J'ai envoyé quelques CV. C'était un mensonge. Je n'avais pas envoyé un seul CV, car j'étais sûre que personne n'engagerait une femme de 67 ans sans compétences particulières. C'est bien. Tamara hocha la tête, mais ses yeux restèrent froids. Mais nous devons être réalistes. Ce ne sera pas facile de trouver un travail à ton âge. Je comprends, dis-je en baissant les yeux. Mais je dois essayer. Bien sûr, dit Tamara en se levant. Garde simplement à l'esprit que notre accord ne peut pas être à durée indéterminée. Nous avons nos propres vies, nos propres projets. Sur ce, elle quitta la cuisine, me laissant seule avec une tasse de café froid et le sentiment que mon temps dans cette maison tirait à sa fin. La journée se passa à travailler. Je fis la lessive, repasser, ranger le débarras où je trouvais des boîtes d'affaires d'enfance de Noël que Tamara m'avait dit de jeter. Mon cœur se serra en tenant son premier cahier d'école dans sa petite voiture, qu'il avait tant aimé. Tout cela devait être jeté, comme si cela n'avait jamais existé. Le soir, quand tout le monde se réunit pour le dîner, Tamara annonça « Marguerite a fait un excellent travail aujourd'hui. Le débarras est maintenant en parfait état. » « Merci, maman. » Noël me fit un signe de tête sans lever les yeux de son assiette. « On apprécie ton aide. »« C'est la moindre des choses, » répondis-je doucement. « À propos, » continua Tamara. « J'ai vérifié ton carnet, Marguerite. Tu as déjà gagné 90 € hier et aujourd'hui. » Elle le dit si nonchalamment, comme si elle parlait de la météo, mais je sentis le sous-entendu. Le compteur tourne. La dette augmente. Je comprends. Je hochai la tête. Peut-être que je devrais te donner une partie de ma retraite tout de suite. Ce serait sage, approuva Tamara.
Disons 50%. 50% de ma retraite. La moitié de l'argent que j'avais gagné au cours de nombreuses années de travail. Je serrai les poings sous la table pour cacher à quel point ces paroles m'affectaient. D'accord, acceptez-je. Je touche ma retraite dans 2 jours. Je te donnerai la moitié. Excellent. Tamara sourit, son sourire caractéristique qui n'atteignait pas ses yeux. C'est juste. Brandon et Lauryn regardèrent cet échange en silence, leurs yeux passant de moi à Tamara et vice-versa. Je vis quelque chose comme de la sympathie dans les yeux de Lauryn, mais Brandon avait juste l'air de s'ennuyer. Après le dîner, quand je descendis dans ma chambre, Lauryn me suivit. « Grand-mère », dit-elle doucement en fermant la porte derrière elle. « Ce n'est pas juste. »« Quoi exactement, ma chérie ?» Je fis semblant de ne pas comprendre. « Tout ça », dit-elle en faisant un geste autour de la pièce. « La façon dont maman te fait payer et noter chaque petite chose. Le fait que tu vives au sous-sol. » Je fus touchée par ces paroles. Mais je ne voulais pas la mettre dans une position où elle devrait choisir entre moi et ses parents. Ce n'est rien, Lauryn. Je souris. Ta mère essaie juste d'être pratique. Non. Lauryn secoua la tête. C'est cruel. Tu es notre grand-mère, pas une servante. Je lui pris la main, sentant les larmes monter à mes yeux. Merci, ma douce. Ça compte beaucoup pour moi. Lauryn me serra maladroitement dans ses bras et se retira rapidement, comme si elle était gênée par son élan. Je t'ai apporté ça, dit-elle en me tendant son carnet de croquis. Tu peux le regarder si tu veux. Je pris l'album, touchée par sa confiance. Je ne manquerai pas de le regarder. Merci, Lauryn. Elle hocha la tête et se glissa hors de la porte, me laissant avec le sentiment que peut-être tout n'était pas perdu. Qu'il y avait au moins une personne dans cette maison qui me voyait non pas comme un fardeau, mais comme une grand-mère. En feuilletant les pages de l'album rempli de croquis talentueux, portraits, paysages, compositions abstraites, je ressentis un étrange mélange de fierté et d'amertume. Fierté pour ma petite fille qui avait hérité de mon amour du dessin, et amertume de ne presque pas la connaître, cette fille talentueuse, à cause du mur d'aliénation que Tamara avait construit entre nous. Cette nuit-là, je restai longtemps éveillée, pensant à la façon dont ma vie s'était transformée en une liste de dépenses dans un carnet en cuir. À la façon dont mon propre fils ne pouvait pas me regarder dans les yeux à table. À la façon dont ma belle-fille planifiait déjà de se débarrasser de moi. Mais il y avait une petite lueur d'espoir. Lauryn. Peut-être que grâce à elle, je pourrais redevenir une partie de cette famille, au lieu d'être juste un fantôme vivant au sous-sol et comptant chaque centime dépensé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis mon emménagement chez Noël. 2 semaines qui avaient semblé 2 éternités. Chaque jour était le même. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner, nettoyais, faisais la lessive, repassais, préparais le déjeuner, nettoyais à nouveau. Mon carnet de dettes et d'actifs se remplissait à une vitesse alarmante. Ce jour-là, je décidai enfin de déballer les dernières boîtes d'affaires qui traînaient contre le mur de ma chambre au sous-sol. Tamara avait laissé entendre à plusieurs reprises qu'elles encombraient l'espace. Même si la pièce était minuscule et que les boîtes ne gênaient personne. Je commençai par la plus grande, qui contenait des albums photos et de vieux documents. Les photos m'évoquaient toujours des sentiments mitigés. D'un côté, elles me rappelaient des moments heureux. De l'autre, elles me rappelaient que ces moments étaient révolus pour toujours. Le premier album était consacré aux premières années de mon mariage avec Henri. Nous voici à un pique-nique dans le parc, jeunes et souriants. Voici notre première maison, un minuscule appartement en périphérie de Valmont. Voici Henri tenant notre fille nouveau-née, Catherine, notre premier enfant, avec une expression sur le visage comme s'il tenait le plus grand trésor du monde. Je tournai les pages et ma vie défila devant mes yeux. Une vie qui semblait autrefois si prometteuse. Henri travaillait dans une usine et je travaillais à temps partiel à la bibliothèque locale. Nous rêvions de posséder notre propre maison, de voyager, de vieillir ensemble, entourés de petits-enfants. Mais la crise économique du début des années 80 frappa. L'usine ferma et Henri perdit son emploi. Il passa 6 mois à chercher un nouveau travail, devenant de plus en plus irritable et désespéré. Et puis, la chose que je craignais le plus commença. Il se mit à boire. Au début, ce n'était qu'une bouteille de bière avec le dîner, puis 2, puis du whisky avant de se coucher pour se détendre. Puis il commença à disparaître pendant des jours, revenant ivre et agressif. Je tournai la page de l'album. Les photos se firent de plus en plus rares. Il y avait de moins en moins de moments heureux dans notre vie.
Voici Catherine qui entre en CP, mais Henri n'est pas sur la photo. Il n'avait pas pu se lever après une nuit de beuverie. Me voici, enceinte de Noël, avec un sourire tendu sur le visage. La veille, Henri et moi avions eu une terrible dispute, et il avait levé la main sur moi pour la première fois. Je refermai l'album brusquement, ne voulant pas m'attarder sur ses souvenirs. Mais la boîte suivante n'apporta aucun soulagement. Elle contenait des lettres, des dizaines de lettres, soigneusement attachées avec des rubans délavés. Des lettres de mes parents, décédés quand Noël n'avait que 5 ans. Des lettres de Catherine à l'université, pleines d'enthousiasme et de projets d'avenir, avant qu'elle ne décide que l'Europe offrait plus d'opportunités que la France. Des lettres d'Henri du centre de désintoxication où je l'avais envoyé après une crise d'ivresse particulièrement violente, pleine de remords et de promesses qu'il n'a jamais tenues. Et parmi elles, une petite enveloppe avec une écriture enfantine. Une lettre de Noël, écrite pour la fête des mères quand il était en CE2. « Chère maman », écrivait-il, « tu es la meilleure maman du monde. Quand je serai grand, je t'achèterai une grande maison et une voiture, et tu n'auras plus à travailler autant. Je m'occuperai de toi comme tu t'occupes de moi. Je t'aime jusqu'à la lune et retour. Ton fils, Noël. » Je serrai la lettre contre ma poitrine, sentant les larmes couler sur mes joues. Où était le petit garçon qui promettait de prendre soin de sa mère? Quand s'était-il transformé en un homme qui laissait sa femme me traiter comme une servante? Essuyant mes yeux, je continuai à trier les papiers. Parmi eux, mes anciens contrats de travail. Après le départ d'Henri, j'avais dû cumuler plusieurs emplois pour nourrir mes enfants. Le matin, je travaillais dans un café, l'après-midi dans une laverie, et le soir comme femme de ménage dans un immeuble de bureau. Je dormais 4 heures par nuit, mais les enfants étaient toujours habillés, nourris et ne se sentaient jamais privés de rien. Je me souvins de rentrer à la maison après minuit, épuisée, mais trouvant toujours la force de vérifier les devoirs de Noël, d'écouter ses histoires sur l'école et de lui lire une histoire avant de dormir. Comment j'avais économisé sou par sou pour ses études supérieures. Comment je m'étais privée de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures, mais trouvais toujours l'argent pour son équipement de football ou ses billets de cinéma avec ses amis. Je mis les documents de côté et pris l'album suivant, celui qui couvrait l'adolescence de Noël. Le voici sur le terrain de football de l'école, tenant fièrement le trophée. Le voici à la remise des diplômes dans un smoking de location que j'avais payé en faisant des heures supplémentaires à la laverie. Le voici recevant son diplôme, mince, sérieux, avec le regard déterminé de quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Puis il y eut les photos de l'université, où il était entré grâce à une bourse sportive et à mes économies. Et là, en 3e année, il rencontra Tamara, une étudiante en commerce ambitieuse aux yeux froids et au demi-sourire perpétuel. Je me souvins de notre première rencontre. Comment elle avait regardé d'un œil évaluateur mes vêtements modestes et le petit appartement dans lequel j'avais déménagé après avoir vendu ma maison. L'argent servant à payer les études de Noël. Comment elle avait grimacé quand je lui avais offert une tarte maison au lieu du tiramisu à la mode à l'époque. Comment elle avait chuchoté quelque chose à Noël en pensant que je ne pouvais pas voir, et comment il avait ri. Pour la première fois, non pas avec moi, mais de moi. Après leur mariage, tout changea complètement. Tamara fit clairement comprendre que j'étais une invitée indésirable dans leur nouvelle vie. Les visites se firent plus rares, les appels téléphoniques plus courts. Quand Brandon naquit, je ne fus autorisée à le voir qu'une semaine plus tard. Quand Laurine naquit, je l'appris par un message sur le répondeur. Et maintenant, je vivais dans leur sous-sol, notant chaque centime dépensé et chaque tâche accomplie comme une servante à gages, pas une mère et une grand-mère. Le bruit de pas dans l'escalier interrompit mes pensées. La porte s'ouvrit et Laurine jeta un coup d'œil dans la pièce. « Grand-mère, tu es occupée ? » ?»« Non, ma chérie. » Je souris rapidement, en essuyant mes yeux. Je trie juste de vieilles affaires. Laurine s'approcha et regarda avec intérêt les albums et les lettres étalées sur la table. « C'est toi ? » demanda-t-elle en désignant une photo de moi, jeune et souriante, tenant Noël. Nouveau-né dans mes bras. « Oui, hochai-je la tête. Et c'est ton père. Il n'a que 3 jours ici. »« Waouh !» dit Laurine en regardant la photo avec un intérêt sincère. « Tu es si belle. »« Merci, ma douce, dis-je en touchant sa main. »« Toi aussi, tu es belle et talentueuse. » Je désignai son carnet de croquis, qui était toujours posé sur ma table de chevet. « J'aime beaucoup ton travail. Surtout le portrait de la fille avec des fleurs dans les cheveux. » Laurine sourit timidement. « C'est mon amie Zoé. J'essaie d'apprendre à faire des portraits, mais c'est difficile. Tu t'en sors très bien, l'assurai-je. Tu sais,
J'adorais dessiner quand j'avais ton âge. J'ai même rêvé d'aller dans une école d'art. Vraiment? Laurine s'anima. Pourquoi n'y es-tu pas allée? Je soupirai. La vie en a décidé autrement. Je devais travailler. Puis j'ai eu une famille, des enfants. C'est dommage, dit Laurine pensivement, en feuilletant les pages de l'album. C'est qui, ça? Elle désigna une photo d'un jeune Henri debout à côté d'une Ford neuve. Sa première et dernière voiture. C'est ton grand-père, Henri, répondis-je. Le père de ton père. Il est mort, n'est-ce pas? Laurine regarda la photo avec curiosité. Papa ne parle presque jamais de lui. Oui, il est mort il y a de nombreuses années. Je n'entrai pas dans les détails sur la façon dont Henri était mort d'une cirrhose du foie après des années d'alcoolisme. Mais c'était un homme bon autrefois, gentil, drôle, qui aimait la musique et la pêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Laurine était une fille observatrice, et elle sentit qu'il y avait une histoire compliquée derrière mes mots. Il a perdu son travail et n'a pas pu y faire face, dis-je en choisissant mes mots avec soin. Parfois, la vie ne se déroule pas comme on le prévoit, et tout le monde ne peut pas y faire face. Laurine hocha la tête avec un sérieux surprenant pour son âge. Comme toi maintenant, n'est-ce pas? Tu as perdu ton travail aussi. Oui. Je souris, touché par sa perspicacité. Mais j'essaie de m'en sortir mieux que lui. Grand-mère. Laurine baissa la voix. Pourquoi maman te fait-elle noter toutes tes dépenses? C'est bizarre, non? Je ne savais pas quoi répondre. D'un côté, je ne voulais pas dire du mal de Tamara devant sa fille. De l'autre, je ne voulais pas mentir. Ta mère est juste une personne très pragmatique, dis-je finalement. Elle veut que tout soit comptabilisé et organisé. Mais ce n'est pas juste, objecta Laurine. Tu es notre grand-mère. Les familles sont censées s'entraider, n'est-ce pas? Ces mots, un écho presque exact de ce que Tamara avait dit, mais avec une tonalité complètement différente, me touchèrent profondément. Oui, ma chérie. Les familles sont censées s'entraider, dis-je en lui passant un bras autour des épaules. Et tu sais quoi? Tu m'aides beaucoup. Rien qu'en venant me parler, en t'intéressant à mes vieilles photos. Ça compte beaucoup pour moi. Laurine sourit. Et pendant un instant, je vis en elle le petit Noël qui promettait de prendre soin de sa mère jusqu'à la lune et retour. Je peux venir plus souvent, proposa-t-elle. Peut-être que tu pourras m'apprendre quelques techniques de dessin. Tu étais douée pour ça. J'adorerais, rayonnai-je. J'ai encore de vieux crayons et un carnet de croquis. On pourrait commencer tout de suite si tu veux. Cool. Laurine était déjà prête à courir chercher ses affaires quand la voix de Tamara vint de l'étage. Laurine, où es-tu? C'est l'heure de faire tes devoirs. Le visage de la jeune fille s'assombrit. Je dois y aller, dit-elle d'un air coupable. Mais je reviendrai demain, d'accord? Bien sûr, ma chérie. Je souris. Je t'attendrai. Laurine se glissa hors de la porte et je retournai à mes albums, mais maintenant avec le cœur plus léger. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que grâce à Laurine, je pourrais à nouveau faire partie de cette famille. Le lendemain, je me réveillai avec un nouvel espoir. En montant, je constatai que Tamara était déjà partie. Elle avait un rendez-vous avec un client. Noël était dans son bureau, comme d'habitude, et les enfants étaient à l'école. La maison était à moi. Je décidai de préparer un dîner spécial, le pain de viande que Noël aimait tant quand il était enfant. Peut-être que cela lui rappellerait l'époque où nous étions une vraie famille, où il me regardait avec amour au lieu d'une irritation à peine dissimulée. Je passai toute la journée dans la cuisine, préparant non seulement le pain de viande, mais aussi une tarte aux pommes, un autre des plats préférés de Noël. À 16 heures, la maison était remplie de l'arôme de la cuisine maison. Tamara fut la première à rentrer. Elle entra dans la cuisine, renifla et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en regardant la table mise et la tarte qui refroidissait sur le rebord de la fenêtre. « J'ai préparé le dîner, répondis-je avec un sourire. Du pain de viande et une tarte aux pommes, les plats préférés de Noël quand il était enfant. Tamara pinça les lèvres. « Marguerite, dit-elle avec une irritation mal dissimulée. Nous faisons attention à ce que nous mangeons. Noël suit un régime. Il a un taux de cholestérol élevé, et les enfants ne mangent pas de viande rouge. Nous essayons de les habituer à une nourriture plus saine. » Je me figeai, sentant le sourire s'effacer lentement de mon visage. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas, soupira Tamara. Parce que tu n'as pas demandé. Tu as juste fait ce que tu voulais sans penser à nous. J'ai pensé à vous,
protestai-je doucement. Je voulais faire quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial pour toi, interrompit Tamara. Mais pas pour nous. C'est notre maison, Marguerite, et nous avons certaines règles et habitudes. Si tu veux vivre ici, tu dois les respecter. Je restai silencieuse, ne sachant comment répondre à cette injustice. Et encore une chose, continua Tamara en ouvrant le réfrigérateur. Tu as utilisé les pommes bio que j'avais achetées pour mon smoothie. Elles coûtent 2 fois plus cher que les pommes normales. Et cette huile est spéciale, importée. Tu devras noter tout cela dans ton carnet. Elle parlait comme si j'avais volé ses produits, et non comme si je les avais utilisés pour un dîner de famille. Bien sûr, hochai-je la tête, sentant une boule dans ma gorge. Je le noterai. Et s'il te plaît, consulte-moi la prochaine fois avant de cuisiner quoi que ce soit, ajouta Tamara. Je planifie le menu de la semaine en tenant compte des besoins alimentaires de chaque membre de la famille. Sur ce, elle quitta la cuisine, me laissant seule au milieu des arômes de nourriture que personne n'allait manger. Je débarrassai machinalement la table, mis le pain de viande et la tarte dans des récipients et les rangeai au réfrigérateur. Puis je m'assis à table et ouvris mon carnet de dettes. Pommes bio, 12 €. Beurre importé, 8 €. Farine de qualité supérieure, 5 €. La liste s'allongeait, tout comme le montant de ma dette. Ce soir-là, au dîner, où Tamara avait commandé des sushis, une alternative saine à ton pain de viande gras, comme elle le dit, l'atmosphère était tendue. Noël évitait mon regard, les enfants étaient silencieux, et Tamara maintenait la conversation comme si de rien n'était. À propos, dit-elle quand nous eûmes fini de manger. Noël et moi aimerions te parler, Marguerite. Seuls. Les enfants furent envoyés à l'étage pour faire leurs devoirs, et nous restâmes tous les 3 à table. Tamara croisa les mains devant elle, comme elle le faisait toujours quand elle s'apprêtait à dire quelque chose d'important. Marguerite, commença-t-elle. Noël et moi avons discuté de la situation et sommes arrivés à la conclusion que l'état actuel des choses ne peut pas continuer indéfiniment. Je sentis un frisson m'envahir. C'était ce que je craignais depuis le début. Que veux-tu dire? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Tu vis ici depuis 2 semaines, continua Tamara. Pendant ce temps, ta dette a atteint 320 €, malgré tous tes efforts à la maison. Ta retraite ne couvre pas tes frais de subsistance. Elle parlait comme si j'étais un projet d'entreprise qui n'était pas rentable. De plus, intervint Noël, sans me regarder. Les enfants sont habitués à un certain espace. Brandon se plaint de n'avoir nulle part où traîner avec ses amis parce que tu es toujours là. Toujours là. Comme si j'étais une ombre intrusive plutôt qu'un membre de la famille. Et aussi, ajouta Tamara. Nous avons remarqué que tu passes beaucoup de temps avec Laurine. Cela la distrait de ses études. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils essayaient de couper même ce mince fil de connexion qui s'était formé entre moi et ma petite fille. Nous ne faisons que parler, dis-je doucement. Et parfois, nous dessinons ensemble. Ça ne l'empêche pas d'étudier. Nous savons mieux ce qui dérange notre fille et ce qui ne la dérange pas, lança Tamara. Le fait est, Marguerite, que nous pensons que tu seras mieux ailleurs. Voilà. Il me mettait à la porte. Mais où pouvais-je aller? Je n'avais ni maison, ni travail, ni économie. Où? Demandai-je sans détour. Tamara et Noël échangèrent un regard. Il y a une très belle maison de retraite dans le nord de la ville, dit Tamara. La résidence, les jours heureux. Nous nous sommes renseignés. Ils acceptent les personnes à revenus limités dans le cadre d'un programme d'aide sociale. Une maison de retraite. C'est ce qu'ils avaient prévu pour moi. M'envoyer dans un endroit où je finirais mes jours parmi d'autres vieillards inutiles, oubliés par leur famille. Je ne veux pas aller en maison de retraite, dis-je, en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Je suis encore parfaitement capable de vivre seule. J'ai juste besoin de trouver un travail. Maman, Noël me regarda enfin. Sois réaliste. Tu as 67 ans. Qui va t'embaucher? Quelqu'un le fera, insistai-je. Je peux travailler comme caissière, vendeuse, aide-soignante. Tu as déjà essayé, me rappela Tamara. Et alors? Aucun résultat. Les jours heureux est un endroit agréable, Marguerite. Il y a une bibliothèque, une salle commune avec une télévision, même un petit jardin. Tu y seras à l'aise. À l'aise. C'était comme si nous discutions d'une destination de vacances plutôt que d'un lieu de repos final. Et quand prévoyez-vous de m'y installer? Demandai-je, sentant les larmes monter à mes yeux.
Nous avons pris rendez-vous pour toi la semaine prochaine, répondit Tamara. Si tout se passe bien, tu pourras emménager dans 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines. C'était le temps qu'il me restait dans la maison de mon fils avant d'être envoyé aux jours heureux, où je deviendrais juste une autre vieille femme en fauteuil roulant, regardant par la fenêtre, attendant les rares visites de ses proches. Je comprends, dis-je en me levant de table. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais dans ma chambre. J'ai besoin de réfléchir. Ni Tamara ni Noël n'essayèrent de me retenir. Je descendis dans ma chambre au sous-sol, fermai la porte, et ce n'est qu'alors que je laissai les larmes couler librement. Comment en était-on arrivé là? Quand mon fils, mon garçon, que j'avais élevé seul, en sacrifiant tout, avait-il décidé que sa vieille mère n'était qu'un fardeau dont il fallait se débarrasser à la première occasion? Je restai allongé sur le lit, fixant le plafond et écoutant les bruits de la maison. C'était Laurine qui descendait à la cuisine pour un verre d'eau. C'était Brandon qui mettait la musique dans sa chambre, trop fort comme d'habitude. C'était Tamara et Noël qui parlaient dans le salon, doucement, mais assez fort pour que le son passe par le système de ventilation. Je ne voulais pas écouter aux portes, mais leurs voix devinrent plus fortes, et je ne pus m'empêcher de saisir des bribes de leur conversation. Je ne comprends pas pourquoi on doit dépenser de l'argent pour cette maison de retraite, dit Noël. Il y a peut-être des options moins chères. La seule chose moins chère est un foyer pour sans-abri géré par l'État, répondit Tamara. C'est ce que tu veux pour ta mère? Non, bien sûr que non, soupira Noël. Mais 3 000 € par mois, c'est trop. La plus grande partie sera couverte par sa retraite et la sécurité sociale, lui rappela Tamara. Nous devrons juste payer un petit supplément. C'est toujours de l'argent qui pourrait aller aux études des enfants, grogna Noël. Ou à la rénovation de la cuisine qu'on reporte depuis 2 ans. Fais-moi confiance, la voix de Tamara se durcit. C'est la meilleure option. Sinon, elle vivra simplement dans notre sous-sol, devenant de plus en plus dépendante. Veux-tu que ta mère se transforme en une vieille femme sans défense qu'on devra nourrir à la cuillère? Non, bien sûr que non, répéta Noël. C'est juste, c'est ma mère, tu sais. Elle a tant fait pour moi. Une note de doute brilla dans sa voix. Et pendant un instant, je sentis une lueur d'espoir. Peut-être se souvenait-il des années où j'avais cumulé 3 emplois pour lui offrir une vie décente. C'est exactement pour ça que nous devons lui trouver un meilleur endroit. Tamara était douée pour la manipulation, je le savais pertinemment. Ils prendront mieux soin d'elle aux jours heureux que nous ne le pouvons ici. Ils ont des infirmières, des médecins de garde, des programmes d'animation pour les personnes âgées. Tu as raison, concéda Noël, comme toujours. Donc, c'est décidé, conclut Tamara. Dans 3 semaines, on se débarrasse de la vieille. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Se débarrasser de la vieille. C'est ainsi que Tamara parlait de moi. Pas aider ta mère à s'installer. Pas trouver la meilleure solution pour Marguerite, mais se débarrasser de la vieille. Comme si j'étais un vieux meuble jeté à la décharge. Je restai immobile, sentant les larmes sécher sur mes joues. Quelque chose changea en moi. La douleur et le ressentiment firent place à la détermination. Je ne les laisserai pas se débarrasser de moi comme d'une chose inutile. Je n'allais pas finir mes jours aux jours heureux, à regarder par la fenêtre en attendant des visites qui ne viendraient jamais. Je me levai, me dirigeai vers mes boîtes et commençai à trier méthodiquement mes affaires. Vieilles lettres, photographies, documents, tout ce qui constituait l'histoire de ma vie. Une histoire dans laquelle je n'étais pas une vieille femme sans défense, mais une femme forte qui avait fait face aux difficultés et n'avait jamais abandonné. Parmi les papiers, je trouvai une carte de visite d'Éléonore Prescott, une vieille amie avec qui j'avais perdu le contact il y a plusieurs années. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé dans un quartier plus prestigieux de Valmont et travaillait comme dame de compagnie pour une vieille dame fortunée. Dame de compagnie? L'idée s'installa dans mon esprit. Je pourrais faire la même chose. J'avais de l'expérience dans la prise en charge des personnes âgées. J'avais pris soin de ma mère jusqu'à sa mort. Je savais cuisiner, nettoyer et entretenir une conversation. Je pourrais trouver un travail comme ça, un travail qui me fournirait non seulement un gagne-pain, mais aussi un toit sur la tête. Je serrai la carte de visite dans ma main. Demain, j'appellerai Éléonore. Peut-être qu'elle connaissait des postes similaires. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à échapper à cette situation humiliante. Pour l'instant, je devais prétendre que rien n'avait changé, que j'avais accepté leur décision de m'envoyer en maison de retraite, que je n'avais pas entendu Tamara me traiter de vieille femme dont il fallait se débarrasser. Je mis la carte de visite dans ma poche et continuai à trier mes affaires.
Mais maintenant, avec un nouvel objectif. Pas seulement pour organiser le passé, mais pour préparer l'avenir. Un avenir dans lequel je serai à nouveau maîtresse de mon propre destin. On frappa à la porte, et j'essuyai rapidement mes yeux. Entrez, dis-je en essayant de rendre ma voix normale. La porte s'ouvrit et Laurine entra, un carnet de croquis à la main. Grand-mère. Elle me regarda attentivement. Tu as pleuré? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Je souris. C'est juste la poussière des vieux papiers. Laurine n'eut pas l'air convaincue, mais elle n'insista pas. J'ai apporté mon nouveau dessin, dit-elle en me tendant le carnet. Je voulais te le montrer. Je pris l'album et l'ouvris. Sur la dernière page, il y avait un croquis, un portrait d'une femme âgée aux yeux bienveillants et aux rides au coin des yeux. C'était mon visage, mais plus jeune, plus heureux. C'est moi? Demandai-je, profondément ému. Oui, sourit timidement Laurine. J'ai essayé de te dessiner comme tu étais sur ces vieilles photos. J'ai réussi? C'est merveilleux. Je la serrai dans mes bras, incapable de retenir mes émotions. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis longtemps. Laurine me serra en retour. Et pendant un instant, je sentis que j'étais encore nécessaire à quelqu'un dans cette maison. Tu sais, dit-elle en se dégageant. J'ai entendu maman et papa parler de t'envoyer en maison de retraite. Je me figeai. Alors, elle avait entendu aussi. Oui. Ils en ont discuté avec moi. Je hochai la tête, essayant de paraître calme. Ils pensent que je serai mieux là-bas. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Laurine me regarda attentivement. Tu ne veux pas y aller? Non. Je décidai d'être honnête. Je ne veux pas. Mais parfois, on n'a pas le choix. Il y a toujours un choix, dit Laurine avec un sérieux qui me surprenait toujours. Tu pourrais, je ne sais pas, trouver un autre endroit, un travail. Je souris, touché par son inquiétude. J'y ai pensé, dis-je. J'ai quelques idées. Laurine s'illumina. Vraiment? Lesquelles? J'hésitai un instant. Devais-je la mettre dans la confidence? Mais je décidai que la confiance devait être mutuelle. J'ai une vieille amie qui travaille comme dame de compagnie pour une dame âgée. Expliquai-je. Je pense qu'elle pourrait m'aider à trouver quelque chose de similaire. Alors j'aurai un toit sur la tête et un moyen de subvenir à mes besoins. Ce serait génial. Laurine me serra la main. Alors tu n'auras pas à aller dans cette maison de retraite et tu pourras vivre près d'ici et on pourra se voir. Elle s'interrompit, réalisant soudain que peut-être nos rencontres ne faisaient pas partie des plans de ses parents. On se verra quoi qu'il arrive, dis-je en lui caressant la main. Quoi qu'il arrive, tu promets. Je promets. Laurine sourit. Et dans ce sourire, je vis une lueur d'espoir. L'espoir que tout n'était pas perdu, que je pouvais encore faire partie de la vie d'au moins une personne dans cette famille. Laurine. La voix de Tamara interrompit notre conversation depuis l'étage. Où es-tu? C'est l'heure de dormir. J'arrive, maman, répondit Laurine, m'embrassant rapidement à nouveau et se glissant hors de la porte. Je restai seule. Mais je ne me sentais plus aussi perdue qu'avant. J'avais un plan, et plus important encore, j'avais une petite fille qui me voyait non pas comme un fardeau, mais comme une personne digne d'amour et de respect. Je pris la carte de visite d'Éléonore et la posai sur la table de chevet. Demain, je l'appellerai. Demain, je commencerai à sortir du trou dans lequel la vie m'avait poussé. Pour l'instant, je sortis la vieille lettre de Noël, celle où il promettait de prendre soin de moi quand il serait grand, et la relus. Non pas pour ouvrir de vieilles blessures, mais pour me rappeler qu'un jour, mon fils m'avait aimé. Peut-être que quelque part au fond de lui, une partie de cet amour était encore vivante. Avec cette pensée, je me couchai, me sentant étrangement calme. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un but, et je n'allais pas abandonner. Le matin était clair et frais. Je me réveillais plus tôt que d'habitude, me sentant étrangement excitée. Le plan qui avait commencé à prendre forme la nuit dernière ne semblait plus un simple rêve, mais une tâche parfaitement réalisable. J'attendis que tout le monde soit parti, Noël au bureau, Tamara à une réunion avec des clients, les enfants à l'école, et ce n'est qu'alors que je sortis la carte de visite d'Éléonore. C'était une vieille carte jaunie aux lettres délavées. Combien d'années s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre? 5, 6? Peut-être que le numéro n'était plus valide ou qu'Éléonore avait déménagé. Oh! J'arrêtai le flot de pensées anxieuses. Soit j'essayais, soit j'acceptais le sort que Tamara et Noël m'avaient préparé. Après avoir composé le numéro, je retins mon souffle. Une sonnerie, 2, 3, puis soudain une voix familière.
Allô? Éléonore? Ma voix tremblait. C'est Marguerite. Marguerite Hébert. Il y eut une pause, puis une exclamation joyeuse. Marguerite, mon Dieu! Ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Où es-tu? Je pensais que tu avais déménagé. Les mots d'Éléonore se déversaient, et je ne pus m'empêcher de sourire. Elle avait toujours été comme ça. Énergique, bavarde, pleine de vie. Même maintenant, alors qu'elle, comme moi, avait bien plus de 60 ans. Je suis toujours à Valmont, répondis-je. Mais beaucoup de choses ont changé. J'ai des problèmes, Éléonore. Raconte-moi. Sa voix devint immédiatement sérieuse. Je t'écoute. Et je lui racontai tout, la perte de mon emploi, la vente de ma maison, mon emménagement chez Noël et Tamara, le carnet de dépenses, la chambre au sous-sol, les projets de m'envoyer en maison de retraite, la conversation que j'avais surprise où Tamara m'appelait, la vieille dont il faut se débarrasser. Éléonore écouta en silence, m'interrompant occasionnellement par des exclamations indignées. Quand j'eus fini, elle expira. Je suis désolée, Marguerite. Je sais que c'est ta belle-fille, mais comment peut-elle te traiter comme ça? Et Noël, a-t-il oublié comment tu l'as élevé seul? Comment tu as cumulé 3 emplois pour l'envoyer à l'université? Apparemment, il l'a oublié, soupirai-je. Ou il préfère ne pas s'en souvenir. Éléonore, je me souviens que tu travailles comme dame de compagnie pour une dame, n'est-ce pas? Oui, Madame Weatherford, confirma Éléonore. Depuis 4 ans maintenant. C'est une veuve de 78 ans, mais en bonne forme. Elle n'aime tout simplement pas être seule. Je l'aide pour les petites tâches ménagères, je l'accompagne en promenade et en voyage, et parfois je lui lis à voix haute. J'ai ma propre chambre dans sa maison, un salaire décent et 2 jours de congé par semaine. C'est le meilleur travail que j'ai jamais eu. Ça a l'air merveilleux, dis-je, ressentant une pointe d'envie. Connaîtrais-tu des postes similaires? Attends. Éléonore m'interrompit. Madame Weatherford a une amie, Madame Bonnet. Elle est veuve depuis peu et se plaint d'être seule dans sa grande maison. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un comme moi qui pourrait lui tenir compagnie et l'aider. Je peux lui parler de toi. Je sentis mon cœur battre plus vite. Était-ce vraiment si simple? Ce serait merveilleux, dis-je. Mais penses-tu qu'elle accepterait? J'ai 67 ans après tout, et je n'ai pas d'expérience. N'importe quoi. Éléonore balaya mes doutes. Premièrement, 67 ans, ce n'est pas vieux. Deuxièmement, tu as de l'expérience. Tu as pris soin de ta mère jusqu'à sa mort, n'est-ce pas? Et troisièmement, Madame Bonnet apprécie l'honnêteté et la gentillesse par-dessus tout. Tu as ces qualités à revendre. Ces mots me réchauffèrent. Éléonore avait toujours su me remonter le moral. Merci, dis-je doucement. Quand peux-tu lui parler? Aujourd'hui, répondit fermement Éléonore. Madame Weatherford et moi allons justement prendre le thé chez Madame Bonnet. Je t'appellerai ce soir. D'accord. Je hochai la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Éléonore, merci. De rien, ma chère. Sa voix s'adoucit. Tiens bon. On va trouver quelque chose. Après avoir parlé à Éléonore, je sentis une vague d'énergie. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais de l'espoir. Un véritable espoir. Pas seulement une tentative désespérée de m'accrocher à ce qui restait de ma dignité. La journée se passa avec les corvées habituelles. Nettoyage, cuisine, lessive. J'accomplissais toutes ces tâches machinalement, pensant à la possibilité d'une nouvelle vie. Une vie où je ne serais pas un fardeau, mais une personne nécessaire. Une vie où je serais appréciée non pas pour ce que je pouvais payer, mais pour mes qualités et mes capacités. Le soir, quand tout le monde se réunit pour le dîner, Tamara annonça. Marguerite, je t'ai inscrite pour un entretien aux Jours Heureux mardi prochain à 10 heures du matin. Noël Y conduira. Je hochai la tête, ne montrant ni joie ni indignation. D'accord, dis-je d'un ton neutre. Merci. Tamara parut légèrement perplexe face à mon calme. Apparemment, elle s'attendait à des protestations ou des larmes. C'est un endroit très agréable, continua-t-elle. Il y a un jardin et une bibliothèque. Tu t'y plairas. J'en suis sûre. Je souris, pensant à quel point il serait surpris s'il connaissait mes vrais plans. Après le dîner, je descendis dans ma chambre et attendis l'appel d'Éléonore. Le temps s'écoulait avec une lenteur angoissante. 20 heures, 21 heures, 22 heures. Peut-être qu'elle avait oublié.
Ou sa conversation avec Madame Bonnet ne s'était-elle pas aussi bien passée qu'elle l'espérait? À 22h30, le téléphone sonna enfin. Je saisis le combiné, essayant de parler doucement pour ne pas attirer l'attention de ma famille à l'étage. Marguerite? La voix d'Éléonore semblait excitée. Désolée d'appeler si tard. Madame Weatherford et moi venons de rentrer de chez Madame Bonnet. J'ai de bonnes nouvelles. Je retins mon souffle. Qu'est-ce que c'est? Madame Bonnet veut te rencontrer demain, si tu peux. Je lui ai parlé de ta situation et elle est très compatissante. Elle a dit que son mari n'avait pas les meilleures relations avec ses enfants de son premier mariage, alors elle comprend à quel point c'est difficile. Je sentis des larmes de soulagement monter à mes yeux. Demain? Oui, bien sûr que je peux. À quelle heure? 14h. Je te donne l'adresse. C'est dans le quartier nord, près du parc de la Roseraie. C'est un quartier magnifique. Je notai l'adresse, sentant mes doigts trembler. Éléonore, je ne sais pas comment te remercier. Rien n'est encore décidé, me prévint-elle. C'est juste une rencontre. Mais Madame Bonnet semblait très intéressée, surtout quand je lui ai dit que tu aimais lire et cuisiner. Elle adore discuter de livres et de bonne nourriture. Je me tiendrai à carreau, promis-je. Et merci, Éléonore. Sincèrement. C'est à ça que servent les amis. Je l'entendis sourire. Bonne chance demain. Appelle-moi après la rencontre. D'accord, je le ferai. Je raccrochai et m'assis sur mon lit, submergé par l'émotion. Demain, je rencontrerai la femme qui pourrait changer ma vie. Demain pourrait être le début d'un nouveau chapitre. Je passai la matinée suivante à me préparer pour la rencontre. Je choisis le meilleur de mes quelques chemisiers, un bleu clair qui, selon Henri, faisait ressortir la couleur de mes yeux. Je trouvai une paire de modestes boucles d'oreilles en perles dans une boîte d'accessoires. Un cadeau de Noël pour mes 60 ans, quand il se souvenait encore de ce genre de choses. Je me coiffai et me maquillai légèrement. En montant, Tamara, qui travaillait à la maison ce jour-là, me regarda avec surprise. « Tu sors quelque part, Marguerite ?» « Oui. » Je décidai de ne pas mentir directement. J'ai rendez-vous avec une vieille amie. Nous ne nous sommes pas vus depuis de nombreuses années. Oh. Tamara parut légèrement perplexe. Et qui est cette amie? Éléonore Prescott. Je souris. Nous travaillions ensemble à la bibliothèque il y a de nombreuses années. Je vois. Tamara perdait manifestement tout intérêt pour la conversation. Où vous rencontrez-vous? Dans un café du centre-ville. Une autre demi-vérité. J'avais en fait l'intention de m'arrêter dans un café avant de rendre visite à Madame Bonnet. Je serai de retour pour le dîner. D'accord. Tamara retourna à son ordinateur portable. N'oublie juste pas que tu as un entretien au jour heureux demain. Bien sûr, hochai-je la tête. Je m'en souviens. Je quittai la maison avec un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'était une belle journée, ensoleillée mais pas chaude, avec une légère brise transportant le parfum des arbres en fleurs. Je décidai de ne pas dépenser d'argent pour un taxi et pris un bus pour le centre, puis un autre pour le quartier nord de la ville. Le quartier nord avait toujours été un quartier prestigieux de Valmont. De larges rues bordées de chênes centenaires, des maisons spacieuses aux pelouses bien entretenues, des parcs tranquilles. Je venais rarement ici. Ce quartier n'était pas pour les gens comme moi, avec ma modeste retraite et mes besoins encore plus modestes. La maison de Madame Bonnet était exactement comme je l'avais imaginé. Une maison victorienne de 2 étages avec un porche et un jardin en fleurs. Je montai timidement les marches et sonnai à la porte. La propriétaire elle-même ouvrit la porte. Une grande femme majestueuse aux cheveux argentés soigneusement coiffés et aux yeux bruns perçants. « Vous devez être Marguerite, » dit-elle avec un léger sourire. « Je suis Viviane Bonnet. Entrez, je vous en prie. » J'entrai dans le hall spacieux, essayant de ne pas paraître trop impressionné. L'intérieur de la maison était aussi beau que l'extérieur. Meubles anciens, tableaux au mur, lumière douce filtrant à travers les vitraux. « Allons au salon », proposa Madame Bonnet. J'ai préparé du thé. Le salon était une pièce confortable avec une cheminée et de nombreuses étagères de livres. Sur une table basse, il y avait un service à thé et une assiette de biscuits. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Madame Bonnet en désignant le fauteuil en face d'elle. « Éléonore m'a beaucoup parlé de vous. » « J'espère que du bien. » Je souris nerveusement. « Plus que du bien. » Madame Bonnet versa le thé dans les tasses. « Elle a dit que vous étiez dans une situation difficile. » Je hochai la tête.
ne sachant pas ce que cette femme savait déjà. Oui, les dernières semaines ont été compliquées. Éléonore m'a parlé de votre fils et de votre belle-fille, dit franchement Madame Bonnet. Je dois admettre que j'ai été choquée. Les familles devraient se soutenir, surtout dans les moments difficiles. Je me sentis soulagée de ne pas avoir à réexpliquer toute la situation. Je suis d'accord, dis-je doucement. Mais Tamara et Noël ont leur propre vie, leurs propres projets. Je comprends que mon arrivée a perturbé leur routine. Ce n'est pas une excuse pour leur comportement. Madame Bonnet secoua la tête. Mais ne nous attardons pas sur les choses tristes. Éléonore a dit que vous aimiez lire. La conversation devint plus fluide. Nous discutâmes de livres, de films, de voyages. Je lui parlais de mon travail à la bibliothèque il y a de nombreuses années, de mon amour de la cuisine, de la façon dont j'avais pris soin de ma mère jusqu'à sa mort. Madame Bonnet écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions pour clarifier. Au bout d'une heure, elle posa sa tasse et me regarda directement. Marguerite, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai besoin d'une dame de compagnie, quelqu'un pour vivre ici, aider aux petites tâches ménagères, me tenir compagnie. Mon mari est décédé il y a 6 mois, et cette maison est devenue trop silencieuse pour moi toute seule. Je peux vous offrir une chambre au 2e étage avec salle de bain privée, les repas et un salaire. Modeste, mais je pense suffisant pour vos besoins. En retour, je demande de l'aide pour la cuisine, de m'accompagner en promenade et pour les courses, et bien sûr, votre compagnie. Qu'en dites-vous ? J'étais stupéfaite par la franchise de l'offre. Était-ce vraiment si simple ? Je serais très heureuse, Madame Bonnet, répondis-je, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Mais en êtes-vous sûre ? Vous me connaissez à peine. Je fais confiance à la recommandation d'Éléonore, sourit Madame Bonnet. Et à mon intuition. Vous semblez être une personne honnête et gentille, Marguerite. C'est exactement le genre de compagnie dont j'ai besoin. Alors j'accepte avec plaisir votre offre. Je souris en réponse. Quand puis-je commencer ? Que diriez-vous de lundi prochain ? Suggéra Madame Bonnet. Cela vous donnera le temps de régler les choses avec votre famille. Lundi est parfait, hochai-je la tête, calculant mentalement ce que je devrais faire d'ici là. Merci, Madame Bonnet. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Vous pouvez m'appeler Viviane, sourit-elle. Je pense que nous serons de bonnes amies, Marguerite. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Pouvais-je vraiment avoir autant de chance en quelques jours seulement ? Serais-je libérée de l'humiliation de vivre dans la maison de mon fils ? Du carnet de dettes, de la perspective d'une maison de retraite ? La première personne à qui je le dis fut Laurine. Elle m'attendait dans ma chambre, assise sur le bord du lit avec son carnet de croquis. Grand-mère, sursauta-t-elle en me voyant. Comment s'est passée ta rencontre avec ton ami ? Mieux que je n'aurais pu l'imaginer, dis-je en m'asseyant à côté d'elle et en lui racontant ma visite chez Madame Bonnet et son offre. Laurine écoutait, les yeux écarquillés. Alors, tu ne vas pas en maison de retraite ? Demanda-t-elle quand j'eus fini. Non, secouai-je la tête. Lundi, j'emménage chez Madame Bonnet. C'est génial. Laurine me serra dans ses bras. Je suis si heureuse pour toi. Mais, son visage s'assombrit. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, ma douce. Je la serrai en retour. Mais on se verra. Je te le promets. Peut-être que tu pourras venir me rendre visite, peindre dans le jardin de Madame Bonnet. Vraiment ? Le visage de Laurine s'illumina. Maman me laissera faire ? Sinon, on trouvera une solution. Je lui fis un clin d'œil. Mais c'est notre secret. D'accord, ne le dis pas encore à tes parents. Je leur dirai moi-même demain. Après mon entretien à la maison de retraite. Laurine hocha la tête, ses yeux pétillants d'excitation. Je ne dirai rien à personne. Je promets. Le lendemain fut tendu. Noël me conduisit au jour heureux à 10 heures précises. Il s'avéra que c'était un bâtiment moderne avec des couloirs sans âme et une odeur de désinfectant. Le personnel était poli, mais je pouvais voir la même lassitude dans leurs yeux que celle que je voyais dans les miens. Ils me montrèrent la chambre où je devais séjourner. Petite, stérile, avec vue sur le parking. Ils me parlèrent des activités récréatives, bingo le mardi, film le jeudi et concert occasionnel de la chorale locale. Je hochai la tête et souris, sachant que je ne retournerais jamais dans cet endroit. Sur le chemin du retour, Noël demanda « Alors, qu'en penses-tu » « Pas si mal, non ? Pas si mal, acquiesçai-je. Mais Noël,
je dois te dire quelque chose d'important. Il se tendit, serrant plus fort le volant. Qu'est-ce que c'est, maman? Je ne vais pas aller aux jours heureux, dis-je calmement. J'ai trouvé une autre solution. Quoi? Il me regarda avec surprise. Quelle solution? Un travail, dis-je en regardant droit devant moi. Je vais être dame de compagnie pour une dame âgée dans le quartier nord. Logement et repas inclus. Noël était si stupéfait qu'il manqua presque le virage. Tu plaisantes? Maman, tu as 67 ans. Qui va t'embaucher? Madame Bonnet l'a fait. Je souris. Je l'ai rencontré hier. J'emménage lundi. Noël resta silencieux, digérant l'information. Je ne pouvais pas dire ce qu'il ressentait. Le soulagement que le problème se soit résolu de lui-même, ou l'agacement que j'ai agi dans son dos. Tamara va être surprise, dit-il finalement. Je suppose. Je hochai la tête. Mais elle devrait être heureuse. Plus de frais de maison de retraite. Plus de vieilles dames au sous-sol. Noël se tourna brusquement vers moi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai entendu votre conversation, dis-je doucement. Sur le fait de se débarrasser de la vieille. Il pâlit, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années. La honte. Maman, c'est Tamara qui a dit ça, pas moi. Je n'aurais jamais. Mais tu n'as pas objecté. Je secouai la tête. Ce n'est rien, Noël. Je comprends. Tu as ta propre vie, tes propres priorités. Je n'en fais tout simplement plus partie. Nous passâmes le reste du trajet en silence. Quand nous rentrâmes, Tamara nous attendait déjà, arpentant le salon avec impatience. Alors, comment ça s'est passé? Demanda-t-elle. Tu as aimé les jours heureux? Marguerite a trouvé un travail, dit Noël avant que je ne puisse répondre. Elle va être dame de compagnie pour une dame dans le quartier nord. Tamara se figea, son visage exprimant un étonnement total. Quoi? Comment? Quand? J'ai rencontré Madame Bonnet hier. Je décidai de prendre le contrôle de la conversation. Elle est veuve depuis peu et cherche de la compagnie. Mon ancienne amie, Éléonore Prescott, qui travaille comme dame de compagnie pour son amie, m'a recommandé. Madame Bonnet m'a offert une chambre, le gîte et le couvert, et un salaire en échange d'aide à la maison et de compagnie. Tamara regarda de moi à Noël et vice-versa, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Et quand prévois-tu d'emménager? Demanda-t-elle finalement. Lundi. Je souris. Donc, vous n'aurez plus à vous soucier des jours heureux, ni de moi. Tamara retrouva rapidement son sang-froid. Eh bien, c'est inattendu, mais je suppose que c'est une bonne chose pour nous tous. Mais en es-tu sûre, Marguerite? Ce travail pourrait être trop pour toi. Je m'en sortirai, dis-je calmement. Après tout, je fais le ménage ici depuis 2 semaines, n'est-ce pas? Tamara rougit légèrement, mais se reprit rapidement. Bien sûr, tu nous manqueras, dit-elle avec un faux sourire. Mais si c'est ta décision, c'est ma décision, hochai-je la tête. Et je vous suis reconnaissante de m'avoir accueillie ces 2 dernières semaines. Je sais que ça n'a pas été facile pour nous tous. Ce fut la fin de la conversation. Tamara, clairement ravie de la tournure inattendue des événements, partit appeler une de ses amies. Noël s'attarda, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Maman, commença-t-il, mais je secouai la tête. Ce n'est rien, Noël, dis-je doucement. Vraiment. C'est la meilleure décision pour nous tous. Il hocha la tête, mais je pouvais voir le soulagement dans ses yeux, mêlé à quelque chose qui ressemblait à du regret. Peut-être que quelque part au fond de lui, il se souvenait encore du garçon qui promettait de prendre soin de sa mère jusqu'à la lune et retour. Le week-end se passa à préparer le déménagement. Je passai de nouveau en revue mes quelques affaires, décidant quoi emporter chez Madame Bonnet et quoi laisser. Laurine m'aida, se faufilant dans la chambre quand ses parents étaient occupés à leurs propres affaires. Dimanche soir, quand tout le monde fut couché, je sortis mon carnet de dettes, celui que Tamara m'avait obligé à utiliser pour noter chaque centime dépensé et chaque corvée effectuée. Sur la dernière page, j'écrivis « Astérisque cher Noël, astérisque, voici la liste de ce que ton éducation m'a coûté. Astérisque 340 nuits blanches quand tu étais malade. Astérisque 5 488 heures supplémentaires pour payer tes études. Astérisque 2 740 déjeuners préparés avec amour. Astérisque 162 réunions parents professeurs. Astérisque 43 matchs de football auxquels j'ai assisté sous la pluie, acclamant chaque but que tu marquais.
Astérisque astérisque 67 nuits passées à ton chevet quand tu faisais des cauchemars. Astérisque astérisque 35 422 heures d'inquiétude, d'espoir et de fierté. Astérisque astérisque total. Inestimable. Astérisque astérisque je n'ai jamais compté ce que cela coûtait d'être ta mère, car le véritable amour ne tient pas les comptes. J'espère qu'un jour, tu comprendras cela. Astérisque astérisque avec amour. Astérisque astérisque maman. Astérisque en fermant le carnet, je le posais sur la commode où Noël le verrait certainement après mon départ. Peut-être que ces mots le feraient réfléchir. Ou peut-être pas. En tout cas, j'avais dit ce que j'avais à dire. Lundi matin était ensoleillé et chaud, comme si la nature elle-même approuvait mes projets. Je rassemblais mes dernières affaires, regardais une dernière fois la chambre du sous-sol qui avait été ma maison ces 2 dernières semaines, et montais à l'étage. Tamara et Noël étaient dans la cuisine. Les enfants étaient déjà partis à l'école. Laurine m'avait dit au revoir plus tôt, me serrant si fort dans ses bras comme si nous nous quittions pour toujours et me faisant promettre d'appeler dès que je serais installée. « Tu es prête, Marguerite ?» demanda Tamara avec une impatience mal dissimulée. « Noël va t'emmener. »« Oui, je suis prête, » hochai-je la tête en posant mes valises près de la porte. « Merci pour tout, Tamara. » Elle hocha la tête, clairement heureuse que toute cette affaire se termine si rapidement et sans douleur pour elle. « De rien, Marguerite. Bonne chance pour ton nouveau travail. » Sur ce, elle disparut dans la maison, nous laissant seuls, Noël et moi. « Bon, on y va ?» demanda-t-il en prenant mes valises. « Oui, » dis-je en jetant un dernier regard au salon, mémorisant chaque détail. « Allons-y. » Le trajet jusqu'à la maison de Madame Bonnet fut silencieux. Je regardais par la fenêtre les rues de Valmont qui défilaient, pensant à quel point la vie était étrange. Il y a un mois à peine, j'avais un travail, une maison, une routine familière. Puis tout s'est effondré, et je me suis retrouvée dans le sous-sol de mon propre fils, à compter chaque centime que je dépensais. Et maintenant, j'allais dans une nouvelle maison, vers une nouvelle vie qui pourrait s'avérer meilleure que celle que j'avais laissée derrière moi. Quand nous nous garâmes devant la maison de Madame Bonnet, Noël siffla. « Waouh !» dit-il en regardant la demeure. « Elle est riche, ta nouvelle patronne. » « Ce n'est pas ma patronne, Noël. » Je secouai la tête. Madame Bonnet est une femme respectable qui a besoin de compagnie et d'aide, et je suis quelqu'un qui peut lui fournir cela. Nous sommes des partenaires, pas une maîtresse et une servante. Noël parut embarrassé. « Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » souris-je. « Tu m'aides avec les valises ?» Nous montâmes les marches jusqu'à la porte d'entrée. Madame Bonnet ouvrit la porte elle-même, vêtue d'une élégante robe vert d'eau. « Marguerite, » sourit-elle. « C'est un plaisir de vous voir. Et voici votre fils, j'imagine. »« Oui, » hochai-je la tête. « Noël, voici Madame Bonnet. »« Madame Bonnet, voici mon fils, Noël. » Ils se serrèrent la main. Madame Bonnet étudia Noël attentivement, et je pouvais le voir se sentir mal à l'aise sous son regard pénétrant. « Entrez, » invita-t-elle. « Je vais vous montrer votre chambre, Marguerite. »« Noël, pourriez-vous aider avec les valises ?» Nous entrâmes dans la maison. Madame Bonnet nous conduisit à l'étage, dans une chambre confortable avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. « C'est ici que vous logerez, » dit-elle. « J'espère que vous vous y plairez. » La chambre était spacieuse et lumineuse, avec un grand lit, un bureau, une armoire et des étagères de livres. Une salle de bain moderne et propre était visible par la porte attenante. « C'est merveilleux, » dis-je en regardant autour de moi. « Merci, Madame Bonnet. »« Viviane, » corrigea-t-elle avec un sourire. « Souvenez-vous, nous avons convenu que vous m'appelleriez Viviane. » Noël posa les valises près du lit et se balança maladroitement d'un pied sur l'autre. « Bon, » dit-il finalement. « Je ferais mieux d'y aller. J'ai une réunion au bureau dans 1 heure. »« Bien sûr, » dis-je en me tournant vers lui. « Merci de m'avoir amené. » Nous nous tenions face à face, ne sachant que dire. Puis Noël fit un pas en avant et me serra maladroitement dans ses bras. « Bonne chance, maman, » dit-il doucement. « Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. »« Je le ferai, » souris-je. Même si je savais que je n'appellerais probablement pas. Trop de choses avaient changé entre nous pendant ces 2 semaines. Trop de choses avaient été dites et non dites. Madame Bonnet accompagna Noël à la porte et je commençai à déballer mes affaires, les rangeant dans les tiroirs et les suspendant dans le placard. Mes modestes biens n'occupaient qu'une petite partie de l'espace, mais peu importait. L'essentiel était que j'avais de nouveau un foyer,
Un endroit où j'étais appréciée non pas pour l'argent que je pouvais payer, mais pour qui j'étais. Quand Madame Bonnet revint, j'avais juste fini de déballer. Votre fils semble tendu, remarqua-t-elle en s'asseyant dans le fauteuil près de la fenêtre. Nous avons eu 2 semaines difficiles, soupirai-je. Je pense qu'il se sent soulagé que tout se soit arrangé. Peut-être, hocha la tête Madame Bonnet. Comment vous sentez-vous, Marguerite? Je fis une pause un instant. Étrangement, admis-je. J'ai perdu tellement de choses le mois dernier, mon travail, ma maison, même l'illusion que je comptais pour mon fils. Mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose de nouveau, une chance de recommencer. Parfois, la fin n'est qu'un nouveau départ. Madame Bonnet sourit. J'ai appris ça après la mort de Georges. Je pensais que ma vie était finie quand il est mort. Mais j'ai réalisé qu'il me restait encore de nombreux jours et que je pouvais les remplir de quelque chose de significatif. C'est une sage perspective, hochai-je la tête. Et je suis heureuse que nos chemins se soient croisés, Viviane. Moi aussi, Marguerite. Elle se leva. Maintenant, que diriez-vous d'une tasse de thé? Ensuite, je vous ferai visiter la maison et le jardin, et nous pourrons discuter de vos fonctions. Avec plaisir. Je souris. Nous descendîmes et, pendant que Madame Bonnet préparait le thé, je me tins près de la fenêtre, regardant le jardin en fleurs. La vie est une chose étrange. Parfois, elle vous prend tout pour vous donner quelque chose de nouveau. Parfois, elle vous fait traverser la douleur et l'humiliation pour que vous puissiez trouver votre force. Parfois, elle détruit d'anciens liens pour en créer de nouveaux. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Comment ma relation avec Madame Bonnet se déroulerait-elle? Reverrais-je un jour Laurine? Noël trouverait-il un jour mon carnet de dettes avec la dernière entrée? Mais je savais une chose. Je n'étais plus une victime impuissante des circonstances. Je contrôlais à nouveau ma vie, et c'était la chose la plus précieuse que je pouvais avoir. Le thé est prêt, appela Madame Bonnet, et je me tournai vers elle avec un sourire. J'arrive, répondis-je, faisant un pas vers ma nouvelle vie.